Dialogue national jour 2, le débrief de cette journée nous amène au cœur des travaux en commission avec ce soir des personnes que nous avons mobilisées pour revenir sur les contours et de la constitution de ces commissions et des travaux en eux-mêmes et bien sûr pour commenter l'actualité du grand dialogue national de la journée. Avec moi sur ce plateau, Anne Fégonde Noah. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous qui êtes porte-parole de Cabral Libye, qui prend part, on le sait, aux travaux. Avec moi également Jean-Baptiste Atemenge, vice-président de la section RDPC de Ngoumou. Natacha Fadimatou Bengono Mimche, qui est enseignante, et puis le docteur Stéphane Akoa, politologue. Nous vous en avons rendu compte abondamment au cours de cette journée dans nos différentes éditions de journaux. Les travaux en commission ont eu lieu au Palais de Congrès. Ils ont démarré tout au moins 8 commissions dont je rappelle tout de suite les libellés: bilinguisme, diversité culturelle et cohésion sociale, système éducatif, système judiciaire, retour des réfugiés et des personnes déplacées, reconstruction et développement des régions touchées par le conflit, désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants, rôle de la diaspora dans la crise et contribution au développement du pays, décentralisation et développement local. Ce dont 8 commissions. Et je vais vous demander tout de suite à vous, Natacha Fadimatou Bengono Mimche, est-ce que ces 8 commissions correspondent selon vous aux problèmes qui sont posés ou alors aux parties des problèmes auxquels on doit apporter des solutions à ce dialogue national? Je crois que je voudrais d'abord dire bonsoir aux millions de téléspectateurs de Canal 2 et bonsoir comme ça à tous les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Dieu sait combien ils sont nombreux à travers le Cameroun. Et je salue comme ça particulièrement le président de la sous-commission communication du Rassemblement au comité central Ils savent tout Rassemblement. ça, ils savent ça, ils savent Et que ce vous que êtes j'ai pu prêts dire, c'est en que cœur le avec eux. 10... Je peux y aller? Oui. Ok, merci. Le 10 septembre, je crois que le chef de l'État a suffisamment été éloquent sur ces commissions. Et s'il a pris la décision d'annoncer, de structurer ces commissions comme il se présente à travers un canevas bien précis, je crois que c'est après les consultations. Donc, quelque part, c'est après le diagnostic des problèmes auxquels font face déjà nos frères et sœurs des populations du nord-ouest et du sud-ouest, et ceux de celles de tout le Cameroun entier, que le président de la République a pensé et jugé opportun de structurer ces débats à travers, via ces 8 commissions. Alors, Anne Fégonde Cabal a repris ses propositions, le sait au Premier ministre lors des consultations. Est-ce qu'elles transparaissent dans le libellé des commissions telles que présentées? Déjà, bonsoir à mes co-panélistes et bonsoir à vous, téléspectateurs de Canal 2. Je ne pourrais pas dire qu'elles transparaissent exactement parce que dans une situation aussi délicate, si des propositions sont retenues, il vaut mieux qu'elles soient formulées comme telles pour la compréhension de tous. Donc, la réponse à cette question, entre oui et non, ce serait non. Ce n'est pas, en tout cas, ce n'est pas l'impression qu'on a au premier abord. Maintenant, peut-être que lors des débats dans les contenus, nos propositions pourraient ressortir, mais a priori, ce n'est pas tellement l'impression qu'on a. Est-ce que c'est important, le libellé des commissions? Oui, c'est très important. C'est très important parce que c'est ça qui fixe le cap et qui permet d'évaluer. Je me rappelle le jour du discours d'ailleurs du chef de l'État, j'ai eu l'honneur d'être sur ce même plateau et j'avais déjà parmi les réserves que j'émettais ce jour-là, c'était l'absence de modalités pratiques, de feuilles de route qui permettent d'évaluer à mi-chemin. Après, donc, il y avait déjà cette préoccupation-là. Et d'ailleurs, quand j'observe un peu d'autres réserves que j'avais ce jour-là, notamment le caractère consensuel des commissions à constituer, la forte implication des militants du parti au pouvoir. J'avais ces réserves et puis quand j'observe au quotidien, j'ai l'impression que je ne me trompais pas beaucoup. Maintenant, on ne critique pas tout, c'est déjà ça, on va discuter et puis on verra. Et de toutes les façons, je pense qu'à ce jour, ceux qui se sont exprimés ont été bien clairs. Ils ne s'en sont pas limités à ceux au libellé, à ce que le président de la République a dit. Il y a d'autres sujets qui viennent, qui sont débattus, c'est toujours les Camerounais, dont le président va peut-être se rendre compte que
il y a des aspects qu'il aurait dû aborder et que peut-être qu'il va moduler. C'est pas... Et on en parle d'ailleurs au cœur de cette émission. Jean-Baptiste Atemengue, est-ce qu'il y a des choses qui manquent parce qu'on a entendu Maître Akerimuna émettre l'idée, par exemple, d'une commission amnistie qui aurait pu figurer sur le libellé des travaux dans le découpage. Est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu être ajoutées? Je pense que tout peut être ajouté, mais comme le chef de l'État qui a la légitimité et qui a été élu pour diriger cet État a fixé un certain cadre, ceux qui ont des propositions qui ne retrouvent pas d'intitulé comme commission en tant que telle peuvent, à mon avis, les ramener à l'une des commissions. Je crois que dans ces commissions, c'est assez large. On peut ramener telle proposition. Si on a une proposition sur... le Premier ministre a reçu une délégation de personnes vivant avec un handicap, par exemple. Si on a une proposition dessus, on peut ramener ça à la au bilinguisme, à la cohésion sociale. Je crois que c'est ça. Oui. Donc, je crois qu'on peut ramener l'idée et la proposition que M. Akeremoun avait dans l'une de ces commissions. On peut trouver un moyen de l'exprimer dans l'une de ces commissions. Je crois que le but est de régler au maximum la crise que vit notre pays dans ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest et éventuellement tous les autres problèmes de la nation. Mais on peut ramener tout ça à chacune de ces commissions. Stéphane, à quoi les commissions telles que présentées, c'est un peu comme le sommaire d'un journal ou d'un livre. Cela montre le contenu, cela dit exactement au lecteur ou au téléspectateur ce qu'il va trouver dans ses travaux. Est-ce que vous seriez attendu à ce que des choses plus précises ou plus claires soient libellées dans ces commissions? Si c'est un sommaire, cela indique aussi la direction que l'auteur a choisie. Il a choisi cette direction faisant de nous des lecteurs et non pas des co-auteurs d'un dispositif qui aurait pu effectivement être préalablement discuté. J'ai souvent dit qu'entre le temps du discours et le début des travaux, il s'était écoulé selon moi trop peu d'instants pour que les uns et les autres, préalablement à la rencontre, soient capables éventuellement d'en définir les contours, d'en redéfinir les principes ou d'en déterminer éventuellement les modalités. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas dans les débats, les échanges, les discussions, parfois les réactions relativement violentes des uns et des autres, on a senti qu'effectivement, il y avait en termes de préparation très peu de participation de ceux qui, par la suite, aujourd'hui, sont amenés éventuellement à discuter. On aurait pu d'abord, effectivement, avoir un premier temps qui aurait permis aux uns et aux autres de formuler leurs désirs et éventuellement que la somme de ces intentions soit organisée en commission qui aurait donc procédé d'un échange préalable avant d'inviter les uns et les autres à en débattre. C'est vrai que les intitulés, les définitions ont circulé depuis quelques jours. Je ne sais pas si ceux qui en font partie ou ceux qui espéraient être associés à ce moment de la discussion qui est très particulier. Autant hier, on était dans l'émotion et dans, je dirais, peut-être la solennité. On aurait pu effectivement se dire que les uns et les autres ont préparé ce qu'ils s'attendaient à devoir éventuellement partager en commission. Ça n'a pas été le cas et malheureusement, cela pourra jouer sur la qualité des travaux. Et le résultat à la fin. D'accord. Bran Kamga qui nous vient justement du Palais des Congrès. Bonsoir, vous êtes l'un de nos reporters qui suit au quotidien ces travaux et vous avez aussi rendu compte durant 2 semaines des consultations menées par le Premier ministre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la constitution des commissions, sur comment elles sont structurées et sur comment elles ont été accueillies par les participants au Palais des Congrès aujourd'hui? Bonsoir Carole, bonsoir au panel et bonsoir à tous les téléspectateurs. La structuration, elle est connue. Au journal de 13 on en a détaillé assez aux téléspectateurs. Il y a un président, des vice-présidents. On a des commissions qui ont 5, 6, 7 voire 8 vice-présidents et les rapporteurs. Il y a des commissions qui, en fonction parfois de leur importance ou alors en fonction des débats qui seront évoqués, ont 5, 6 rapporteurs. Et il y a par la suite des
à une formule standard au niveau des constitutions. En fonction des constitutions, il y a plus ou moins de rapporteurs, plus ou moins de vice-présidents. Voilà pour ce qui est de la forme. Voilà. Maintenant, au niveau de la composition, il faut dire qu'il y a eu des consultations, vous l'avez dit, 2 semaines au préalable. Au vu de ce que nous avons observé sur le terrain, on peut dire les présidents, exceptionnellement les présidents de commission, sont choisis sur la base de leurs compétences. Si on prend l'exemple de la commission système éducatif, qui est présidée par Dorothy Djema, elle a été vice-ministre de l'Éducation nationale en 1983. Sur cette base-là, on peut dire, voilà, tout va plutôt très bien. Il y a le président de la commission système judiciaire qui est magistrat, Benjamin Itoé. Sur cette base, on peut dire, voilà, c'est la compétence. Il y a aussi les aspirations. On va voir, il y a Serge Espoir Matomba, par exemple, qui avait un projet politique sur l'éducation au Cameroun, qui a adhéré à la commission système éducatif. On peut dire sur cette base qu'il y a des compétences et des aspirations. Cependant, il y en a qui ont été cooptés au hasard comme cela. Il y a des gens qui se retrouvent dans X ou Y donc, commissions qui n'ont pas retrouvés dans des commissions en entendant leur nom. Bien évidemment, des personnes qui n'ont pas été consultées. J'ai rencontré aujourd'hui plusieurs participants qui ont demandé à être affectés dans d'autres commissions. Et il faut dire qu'à ce niveau, c'est un fait. Voilà, ça passe plutôt facilement. Des gens qui se sentent plus à l'aise à la commission décentralisation qu'à la commission judiciaire, par exemple, et qui demandent tout simplement à s'en aller. Sur cette base, c'est un peu ça. Maintenant, sans consultation préalable, on a également enregistré plusieurs absences au niveau des rapporteurs, au niveau des vice-présidents notamment. Et au niveau de la commission reconstruction, on a constaté l'absence du président de la commission, Chris Fomoniou. C'est vrai qu'en journée, il a évoqué les raisons de son absence à la dernière minute. Il s'en est allé, point voir jugeant, et il a donc été remplacé par le docteur Simon Mounzou. Ok, merci à vous, Bran Kanga, pour toutes ces informations. Pour être tout à fait complet, je vais vous représenter quelques profils des présidents des commissions de manière précise. Dans la commission 1, bilinguisme, Joshua aussi, député Vouri Centre depuis 2013 et vice-président du SDF, candidat à la présidentielle de 2018 sous la bannière du SDF. Et puis, il est chef d'entreprise. La commission 2, l'idée par Dorothy Djema, libellé système éducatif. Dorothy Djema, PhD en géologie à l'University College of London, vice-mission dans les années 80, directrice du centre universitaire de Boya, puis recteur de l'université de Boya, et bien sûr bien impliquée sur le plan politique. Benjamin Itoé préside la commission système judiciaire, natif du Sud-Ouest, juriste, magistrat hors hiérarchie à la retraite, procureur de la Cour d'appel du Nord-Ouest, le premier procureur de la Cour d'appel du Nord-Ouest, ministre des Transports, ministre de la Justice, garde des Sceaux, ministre du Tourisme, jusqu'à ce qu'il quitte le gouvernement en 1992. Il est aussi membre titulaire du comité central du RDPC. Christian Cardinal Toumi préside la commission 4, retour des réfugiés et des personnes déplacées, évêque de Yagua, archevêque de Douala, président de la conférence épiscopale camerounaise entre 1985 et 1991, prix de l'intégrité décerné en 2011 par Transparency International. La commission 5 présidée par, désormais, vous l'avez dit, Simon Mounzou, universitaire, volontaire des Nations Unies au milieu des années 90, chef par intérim de l'opération des Nations Unies sur le terrain des droits de l'homme au Rwanda, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire entre 2014 et 2016, directeur des affaires politiques à la mission des Nations Unies sur la stabilisation de la République démocratique du Congo. Le professeur Issa Saïbou, et non pas Moussa Saïbou, comme cela a été écrit sur le document du dialogue national, préside la commission 6, désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants. C'est un universitaire, directeur de l'école normale supérieure de Marois. Il a dirigé plusieurs ouvrages collectifs comme Attaque et attentats de Boko Haram dans l'extrême nord, ou alors Les musulmans, l'école et l'État dans le bassin du lac Tchad. Il a beaucoup travaillé sur la question des coupeurs de route notamment. Les débats autour du rôle de la diaspora dans la crise et la contribution du développement au pays se feront dans la commission 7 présidée par Jean-Louis Atangana Amoubou, qui est aussi universitaire, doyen de
de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Ngaoundéré dans les années 2012, directeur du centre d'études et de recherche en droit international et communautaire à l'université de Yaoundé 2, directeur adjoint chargé des études de l'Institut des relations internationales, l'IRIC, entre 2007 et 2012, directeur du cabinet du secrétaire général à la francophonie. Il a aussi publié plusieurs articles sur l'évolution du droit international et le droit constitutionnel. Et la commission 8 est présidée par Ngolé Philippe Ngwesses, lui qui est le ministre de la faune et de la forêt et de la faune dans le gouvernement John Gouté. Il occupait déjà ce même poste dans les gouvernements Yan 1 et Yan 2. Il est administrateur civil, titulaire d'un doctorat d'État en droit public. Et ce sont donc là les profils des personnes qui vont donc l'idée la commission, les 8 commissions de ce dialogue national. Jean-Baptiste Atemunde, est-ce que c'est les profils que vous attendiez compte tenu de ce qu'il y a à faire dans ce dialogue national? Je pense que ce sont toutes des personnalités expérimentées et qui s'y connaissent dans chacun des thèmes de ces commissions. Donc, ce sont des profils attendus et je crois qu'ils seront à la hauteur. Alors, Natacha Fadimatou, 6 anglophones, 2 francophones. Est-ce que c'est important de relever ce dosage, pardon? Je crois qu'il est très important de le relever parce que n'oublions pas que dans son adresse à la nation, le président a insisté sur la résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc il était important que les fils de ces 2 régions soient majoritaires afin d'apporter des éléments concrets parce que n'oublions pas, ne perdons pas de vue que c'est le prétexte fondamental du grand dialogue national. À partir du moment où la crise dans ces régions est le prétexte fondamental, il est de bon ton que ceux-là qui semblent mieux connaître les réalités de leur localité soient mis en avant-garde et de manière majoritaire dans le processus de résolution de cette crise. Alors, Anne Fégonde, nous on a entendu parler de la même base du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, sur tout au moins la constitution des présidents de commission. Pour ce qui est de ce que nous avons lu tout à l'heure, c'est vrai qu'à un certain moment, nous allons bien préciser la coloration politique d'un certain nombre de membres. Mais est-ce que c'est ce qui est important à retenir là-dedans ou alors le profil des personnes choisies vous satisfait dans ce que vous attendiez de ce dialogue? Le profil ne saurait... Bon, déjà, j'aime toujours à rappeler que le seul fait qu'on dialogue, c'est déjà quelque chose de bien. Nous avons très bien accueilli le dialogue. Mais nous avons déploré le caractère non consensuel de la constitution des commissions. Et évidemment, de cette façon de s'accaparer le grand dialogue national. Parce qu'il faut peut-être le rappeler, ceux qui ont le plus intérêt à ce que ça se passe bien, ce sont les militants du RDPC. C'est dans l'intérêt de nous tous, mais je veux dire sur un plan purement politique, il est important pour eux que la situation, que ce problème se résolve. Ce sera mis à l'actif de leur président national. Leur président pourra ainsi continuer son mandat dans la sérénité. Alors, lorsqu'ils savent bien, parce que c'est quand même évident, que leur présence pourrait susciter, à tort ou à raison, des interrogations, j'aurais été du RDPC que j'aurais proposé à mes camarades de se mettre complètement en retrait, de laisser d'autres personnes en avant et puis éventuellement de faire des propositions, de travailler sur les contenus. Parce qu'à un moment donné, ça avait tout l'air d'être un congrès du parti. Évidemment, je ne suis pas pour l'exclusion. Les militants du RDPC sont des Camerounais comme nous. Ils ont leur mot à dire, mais d'un point de vue stratégique, étant donné que le gouvernement, c'est le RDPC, et que dans cette crise, peut-être au niveau d'une communication justifiée ou pas, la problématique a été posée comme si c'était un problème entre les compatriotes anglophones d'un côté et le gouvernement d'un côté. Il aurait été sage, à mon humble avis, que le RDPC n'apparaisse pas. En tout cas, pas à ce niveau. Et puis, par ailleurs, je voudrais revenir sur quelque chose qui me préoccupe particulièrement, c'est la commission judiciaire du système judiciaire. Vous savez, quand ça ne marche pas dans un pays, quand un pays est en difficulté,
la première chose qu'il faut attaquer, c'est le système de justice. Ça part de là. C'est le système de justice qui détermine l'économie d'un pays. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais si vous avez un système de justice, je ne veux pas parler de système judiciaire, je parle bien du système de justice. Si vous avez un système de justice qui fonctionne comme le nôtre, il n'y a aucun secteur de la vie politique, je veux dire de la vie publique, qui va se développer. C'est le régulateur par excellence. Encore qu'il faut bien relever que les revendications corporatistes commencent par les avocats en 2016. Oui, non seulement elles commencent par les avocats, et là on est dans le judiciaire pur, mais il y a même que c'est la justice qui sanctionne les prévaricateurs, par exemple. C'est la justice qui les sanctionne. C'est la justice qui donne tort ou raison à quelqu'un qui se plaint. Je veux dire, quand on n'a pas confiance en la justice de son pays, c'est problématique. Et si la justice ne régule pas, si elle ne répartit pas, je veux dire, si elle ne sanctionne pas, si elle n'équilibre pas, on a un problème. Donc, pour cette raison, moi, j'aurais suggéré, parce que lorsqu'on se plaint du système de justice, généralement, c'est des magistrats qu'on se plaint. À tort ou à raison, parce que les magistrats, ils ont leurs problèmes, ils ont leurs contraintes, ils sont soumis au pouvoir exécutif, par exemple, pour ce qui concerne la magistrature debout. D'ailleurs, dans notre projet de société, nous avons proposé que nous préconisons de libérer complètement la magistrature debout de cette soumission au pouvoir exécutif qui ne s'explique pas. Donc, j'aurais suggéré, permettez-moi de dire, allez madame, ça me concerne particulièrement parce que je suis dans les commissariats tout le temps, dans les gendarmeries, dans les tribunaux, et je vois ce qui se passe, c'est problématique. Donc moi, j'aurais suggéré que ce ne soit pas d'abord un magistrat, ce sont les magistrats qui sont généralement mis en cause. Ça aurait pu être un avocat, pourquoi pas, même s'il est accompagné d'un magistrat. Et pire encore, si c'est un magistrat qui est du comité central du RDPC, ça pose... Jean-Baptiste Atemengue, le RDPC aurait-il pu se mettre en retrait et laisser les autres travailler dans ce dialogue national, si tant est que le RDPC soit indexé? Non, je pense que les problèmes qui opposent certains de nos compatriotes à l'État, le RDPC concite régulièrement, n'est pas impliqué, n'est pas l'État. Mais quand il s'agit d'une question qui concerne toute la nation, au même titre que les autres partis politiques, les Camerounais qui ont adhéré au RDPC sont des citoyens égaux aux autres. Et je ne vois pas pourquoi cette volonté d'exclusion, en tout état de cause. Il y en a un peu trop, c'est ça le problème. Mais les citoyens camerounais adhèrent massivement aux idéaux du RDPC. Donc on ne peut pas... Le grand dialogue national n'est pas la consultation de la minorité politique camerounaise pour voir où on va. C'est la consultation du RDPC alors? Non, parce que de tous les la majorité politique. Je n'ai pas dit de la majorité, mais vous, à vous entendre, on dirait que le grand dialogue national, c'est le lieu de consultation de la minorité politique au Cameroun. Donc, à contrario... Donc, ça devrait être au prorata du nombre de militants, du nombre d'élus. Ce n'est même pas au prorata, parce ça, que en fait? le chef de l'État a prescrit au Premier ministre d'écouter et d'associer tous les Camerounais, de toutes les catégories sociales. Et c'est ce que le Premier ministre a fait avant le dialogue, les consultations, les possibilités d'écrire par les réseaux sociaux, par Internet, ou d'aller déposer des contributions écrites sur papier au Premier ministère. C'était ça le but, consulter au maximum. Et malheureusement, quand vous prenez catégorie sociale après catégorie sociale, si il y a des militants RDPC dans ces catégories sociales, il y en a un peu plus que les autres. Il y en a forcément un peu plus, on a cette impression. Je vous rappelle que quand les gouverneurs ils sont allés avec leur délégation d'élite et autres représentants des régions, c'est l'impression qu'on a donnée. Or, que les gens ont voulu traverser, parce qu'en réalité, d'abord, il y avait un porte-parole des élites, il était un seul qui prenait la parole et qui transmettait la synthèse des propositions régionales. Mais si dans différentes catégories sociales, il y a beaucoup de militants, c'est le fait du hasard, mais c'est aussi... ce sont des Camerounais. Donc moi, je ne suis pas partisan de cette exclusion. D'accord, merci. À moins qu'on ne dise que c'était la consultation des minorités politiques. Je comprends leurs problèmes. C'est bien compris. Je comprends leurs problèmes. Oui, c'est compris. Élection après élection, des gens n'ont pas pu séduire le peuple. Oui. Nous avons gagné très souvent massivement. Et
arrive le grand dialogue, qui est un moyen de contournement. Qui ne finit pas, qui ne s'arrête pas. Qui est un moyen de contournement idéal pour ceux qui, jusque-là, veulent avoir une plus grande place au niveau de la vie politique. Mais vous avez dit dialogue inclusif, il ne faut pas exclure ni les jeunes, ni les vieux, ni les militants de tel ou tel parti. Merci, je vais revenir, je reviens à vous, Anne Ferrand, pour vous demander, à part Cabral Libye, quel est l'autre militant de votre parti qui se trouve dans les commissions? Je vous remercie de poser la question, madame. À ce sujet, nous avons été contactés pour proposer 3 personnes. Le président Cabral Libye, une femme et un jeune. Et nous avons donné des noms... Et nous attendions que ces personnes soient appelées pour prendre part aux travaux. Sauf que jusqu'à ce jour, je ne sais pas si l'un d'eux a réussi l'exploit d'avoir un badge ou même de participer aux travaux des commissions. Celui qui est présent là-bas, il accompagne le président, il débriefe, je ne sais pas dans quelle commission il est. La dame qui avait des choses à dire parce qu'elle représente la communauté anglophone pour nous. Elle n'a pratiquement pas accès à la salle. Donc, nous avons tout simplement reçu, nous attendions 3 invitations, nous en avons reçu une qui ressemblait à, je ne sais pas, un dessin d'enfant, sur une invitation un peu bâclée même, parce qu'en plus, ils invitent le président d'un parti, et puis ce qui est écrit derrière, c'est Nyon Ekele, alors qu'il n'est pas invité en tant que ressortissant d'Union Ekele. En tout cas, c'était un peu léger quand même, on s'interroge sur le sérieux que ceux qui travaillent dans l'organisation du Grand Dialogue National accordent à ce rendez-vous qui est quand même d'envergure. Merci. Madame Imché, vous vouliez dire un mot? Oui, justement, parce que je suis toujours embêtée. Lorsqu'il faut tout le temps tirer sur les gens du RDPC, le RDPC, comme si ce n'étaient pas des Camerounais. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que les gens, ils savent seuls, ils sont les seuls à savoir ce qu'ils mettent dans le dialogue. Parce que peut-être s'attendaient à autre chose que le dialogue tel qu'il est en train de se dérouler. Et en plus, je crois que lors des consultations, le président de Madame a apporté ses propositions, ses oui, contributions. Mais vous voulez l'entendre dire que visiblement on n'en a pas tenu compte. S'il vous plaît, son président a apporté, à moins qu'elle nous dise que c'était un one-man show, ils ont apporté des propositions qui ont été étudiées entre-temps. Et rejetées toutes? Ou alors s'il vous plaît, j'en viens. Et actuellement, ils sont appelés à travailler dans des commissions. Sincèrement, je sais tous des politiciens camerounais qui sont brillants, mais je suis loin d'imaginer qu'ils soient des magiciens. Des magiciens en ce sens qu'ils présagent de ce qui va arriver. Alors qu'ils sont appelés à apporter leur contribution. Et je crois que le Premier ministre a suffisamment été clair. Il faut qu'on mette en avant le patriotisme. Ce n'est pas une histoire d'aller... nous aussi, nous pouvons nous plaindre au RDPC. Ceux qui ont été appelés à contribution, ils apportent leur apport, leur contribution en tant que citoyens camerounais pour la bonne marche de la chose. Mais ce n'est pas parce qu'on est du RDPC qu'on devient la plèbe. Il faut qu'on arrête un peu ça. Merci. Être du RDPC, c'est pas une maladie honteuse. Madame Noah, je reviens vers vous, bien sûr, pour vous demander, est-ce que M. Libye a été consulté pour faire partie, par exemple, de la commission retour des réfugiés et personnes déplacées? Est-ce qu'il a donné son accord pour travailler dans cette commission? D'abord, je voudrais préciser ici que je ne préconise pas l'exclusion des militants du RDPC. Dans notre parti politique, nous sommes des réconciliateurs, nous sommes du centre. Nous voulons le juste milieu, nous voulons que les choses se fassent de manière équitable. Alors, si vous pensez, Monsieur Atmung, je ne sais pas si vous avez regardé la liste du Sud. Vous avez vu la liste de ceux qui devaient parler pour la région du Sud? Je ne sais pas si vous l'avez consulté ou alors vous avez consulté. J'aimerais que vous me montriez les noms de 2, 3 opposants sur ces listes-là parce qu'il y en a, ça existe. Donc, ou dans une autre partie du pays. Non, je prends le cas du Sud, je vais prendre le cas du Centre. J'aurais aimé que nous consultions ensemble ces listes ici et que vous parce que même quand vous parlez de couches, écoutez, moi je suis souvent très gênée par la condition des jeunes des OJRDPC. Il y a des valeurs là-dedans, il y a un potentiel énorme mais qui n'est pas exprimé tout simplement parce que, oh madame, vous savez, dans la pratique, on voit, c'est un autre débat. Donc, quand vous consultez ces listes, ce sont les membres du comité central,
ce sont des membres du gouvernement, ce sont c'est d'anciens membres du gouvernement. Il s'agit de quelles Où listes? sont... Des listes qui ont Je été parle de reçues. toutes Mais les... pas Non, je les parle des listes... anciens. Madame, là, pour le moment, je parle d'ailleurs des listes... Oui. Madame, nous sommes dans un débat sérieux, maintenant à niveau respectable, s'il vous plaît. Merci. Non plus. Donc, monsieur, si vous consultez ces listes, vous verrez qu'il y a un problème. Il y a un problème de représentativité. Et après, vous avez dit que le RDPC est majoritaire. C'est un débat sur lequel on pourrait revenir parce que nous vivons en ce moment au Cameroun une crise post-électorale qui questionne quand même sur la pertinence des résultats des élections. Donc, ça, on pourrait revenir. On peut épiloguer là-dessus. Mais, in fact, dans la pratique, c'est visible. Le RDPC est beaucoup trop présent dans ces commissions. C'est comme si, en fait, on a l'impression que c'est d'abord le RDPC et puis les autres viennent ensuite. Et je vous ai dit, ça ne va pas changer de toutes les façons, c'est déjà fait. C'est le RDPC qui décide, d'accord. Mais je le dis encore une fois, ce n'est pas sage. Ce n'est même pas ça. Même pour vous, on n'aurait pas ce débat. Merci, Madame Noah. Alors, docteur Akwa, je vous ai laissé écouter les politiques sur la coloration politique et la composition de ces commissions. Est-ce que c'est important de relever à un moment de l'histoire ou à un moment de ce type d'exercice la coloration politique d'un individu qui prend part, d'une personnalité? Est-ce que ça peut pencher? Est-ce que ça peut se ressentir dans les travaux tels qu'ils sont menés? Est-ce que ça peut prendre le dessus, en fait? À l'évidence, oui. Pour deux séries de raisons, tout au moins, plus une si vous permettez. D'abord, quand on discute, et surtout quand on ouvre la discussion à différentes catégories, on tient compte, et c'est un choix, effectivement, des appartenances. Elles peuvent être sociologiques, sociopolitiques, et donc faire en sorte que les équilibres militants, partisans, voire idéologiques, soient représentés à chacun des niveaux du dispositif. Donc il n'y a aucune honte à se présenter comme étant militant ou encarté pour telle ou telle cause politique. Cela fait partie des choix, aussi bien que ceux qui concernent l'équilibre entre les genres, que ceux qui concernent les équilibres entre les régions, notamment, ou les catégories socio-professionnelles éventuellement. Donc l'appartenance en soi n'est pas à rejeter, ce n'est pas un problème si on comprend dès le départ qu'il faut effectivement une représentation ou une représentativité de l'ensemble des composantes sociopolitiques de la nation. Deuxièmement, évidemment, il faut savoir lire les appartenances parce qu'il y en a qui les affichent, parce qu'ils sont militants, parce qu'ils ont un badge, une carte de militant, et puis à ceux qui ne le disent pas, mais qui ont fini par pratiquer ce militantisme, même parfois quand la loi a défini quelques limites. Vous me direz, les lois aussi, chez nous, parfois, on aime les piétiner. J'ai toujours été embarrassé, par exemple, par la confusion entre le poste de gouverneur de région et la présence dans les rangs d'un parti politique. On est agent de l'État au service de la nation. Et donc, mélanger les deux, pour moi, me cause un embarras, sauf à considérer qu'implicitement, dans notre pays, nous avons adopté un spoil system qui veut dire que toute la haute fonction publique est au service d'une idée et donc éventuellement du parti qui défend, qui soutient, qui promeut cette idée. Le plus politique, des présences consignées dans les différentes entités qui vont dialoguer. Parce que vous avez cité les présidents, je ne dirais pas parce que j'en connais quelques-uns, je trouve, qui sont à leur place, mais il y a de très bons techniciens dans ces commissions, à la tête de ces commissions. Vous avez cité le professeur Issa Soaibou, par exemple, qui a une expertise que l'on ne peut pas, mais vraiment pas lui discuter en matière justement de crise, de gestion des problèmes de violence interne. La crise dans l'extrême nord que nous a imposé Boko Haram est un antécédent sur lequel les chercheurs ont travaillé, dont lui, et il peut apporter ce bagage intellectuel dans les échanges et les débats. Je citerai Jean-Louis Atangana-Mourou, je citerai y compris le cardinal Toumi, dont on sait qu'il a modéré
à différents moments de son existence, des débats et des échanges. On peut ainsi élargir à quelques figures l'idée qu'effectivement, il y a une technicité au service de ce dialogue. Malheureusement, mais c'est une maladie congénitale, enfin, le dialogue est né ainsi déformé. Il est prétexté par la crise qui secoue les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest de la République du Cameroun, mais il est devenu aussi, finalement, je crois que les observateurs le diront très bientôt, une sorte de suite de la tripartite, ou d'enfin une conférence nationale, elle n'est pas souveraine, mais quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que toutes les préoccupations de toutes les composantes de la nation viennent ici s'exprimer. C'est important, c'est nécessaire. Se défouler, parfois cela fait du bien, mais cela entraîne une confusion et cela fait de ce moment quelque chose qui n'est plus forcément aussi limpide et aussi disponible pour le traitement des solutions. J'ai regretté souvent, et je vois que mes regrets sont fondés, qu'il n'y ait pas eu préalablement, depuis 3 ans au moins, de discussions à l'Assemblée nationale et au Sénat sur la crise anglophone. Ces échanges auxquels on vient d'assister auraient pu avoir lieu dans ce cadre-là. Il aurait pu avoir à ce moment, parce que les assemblées sont ainsi constituées pour représenter les idéologies et leur poids dans la société, avoir à ces occasions, justement, le débat sur la responsabilité politique des uns et des autres quant aux situations que nous vivons. Et par ailleurs aussi, effectivement, je le regrette, mais c'est aussi une question de méthode. Je ne suis pas forcément satisfait, même si je lui reconnais d'énormes qualités, que tout ça soit placé sous la responsabilité du Premier ministre. Il a un rôle à jouer. Et il aura un rôle important à jouer, c'est dans la mise en œuvre des résolutions. Donc il aurait peut-être été intéressant de faire arbitrer les échanges et les discussions par une personnalité qui aurait justement travaillé à ce que toutes les propositions, idées, pistes de solutions soient ébauchées librement pour qu'ensuite la mise en œuvre, et notamment je souligne et je reviens encore sur ce que le sultan des rois des Mamoun a proposé, qu'il y ait un document qui aille à l'Assemblée nationale pour être débattu, que justement on rentre ensuite à la fois dans la politique, c'est-à-dire le débat sur les opportunités, et dans la technique de gouvernement, c'est-à-dire l'organisation d'une action publique en vue de solutionner ce qui a été aujourd'hui questionné. Merci. Alors, on rentre de plein pied dans les travaux des commissions. Michael Tipke, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Une autre de nos équipes déployées au Palais des Congrès depuis le début de cet événement. Est-ce que vous avez observé le travail des commissions? Est-ce que vous avez pu entrer dans les salles et vous, la presse, globalement, et regarder comment les membres de la commission travaillent? Bonsoir Carole, bonsoir aux autres panélistes et à ceux qui nous regardent. Non, accès aux salles des commissions, je crois que depuis le départ, c'était clair. La presse ne devrait pas avoir accès aux travaux des commissions. Mais seulement très tôt ce matin, avec le début des travaux des commissions, justement, le porte-parole du Grand Dialogue National, Georges Ewanet, a pris le temps justement de faire balader la presse, les journalistes, les caméramans qui étaient sur place dans des salles pour essayer de voir comment est-ce que les travaux se déroulent. Parce que il y a une plainte de ce que la presse était un tout petit peu menacée d'être écartée de cela. Et puis, il a été clair dès le départ que les journalistes ne devraient pas avoir accès. Peut-être qu'ils pouvaient avoir une influence quelconque sur ceux qui voulaient se lâcher, ceux qui voulaient parler et tout. Donc, on s'est entendu dès le départ. Il était question justement que les travaux en commission se fassent à huis clos, pas de journalistes. Mais ce matin, il a quand même eu cette magnanimité, là, on va dire ça comme ça, de faire entrer les journalistes, les caméramans et tout pour filmer les travaux en commission pour 2-3 minutes par salle. Toutes les salles ont été parcourues et c'est à partir de là qu'on a pu avoir des images, voir comment est-ce que les travaux se déroulaient. Mais seulement après, les pauses café, pauses déjeuner, entre autres, les participants qui sortaient avaient l'occasion de donner des interviews aux journalistes qui étaient là, dit un peu comment est-ce que ça se passe dans les différentes commissions. Ils ont parlé de l'ambiance dans les commissions? Oui, effectivement, on a parlé d'ambiance. La commission décentralisation, par exemple, la commission décentralisation, par exemple, qui a été l'une des plus chaudes ce jour. Par exemple, il y a eu des discussions, des éclats de voix qu'on pouvait écouter étant
à l'extérieur et tout, oui, ça volait vraiment très haut, des discussions, des échanges vraiment francs. On a eu des gens qui nous ont fait savoir qu'ils n'étaient pas interdits de parler. Peut-être d'autres arrachaient parfois la parole pour pouvoir s'exprimer. On a eu des plaintes également dans ce sens-là. Mais des personnes qui également ont été, on va dire ça comme ça, un tout petit peu muselées. C'est le cas, vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être Jean-Jacques Ekindi qui s'est senti un tout petit peu à l'étroit et qui a décidé de claquer la porte, de quitter la salle. Et il est finalement parti et d'après le porte-parole de son parti politique, le MP, il serait déjà en route pour Douala. Il doit être arrivé à Douala maintenant. Et il dit être ouvert, parce que nous l'avons eu au téléphone après, il dit être ouvert pour poursuivre les travaux. Si jamais les autres membres de la commission veulent bien le laisser parler, le laisser s'exprimer, aller jusqu'au bout, parce qu'il estime que telles que les commissions sont constituées jusqu'ici, je rappelle qu'il était vice-président de cette commission de reconstruction des zones touchées par la crise, que si les autres membres et le président acceptent de le laisser parler librement, il pourrait bien rejoindre les travaux, mais seulement jusqu'ici s'est senti un peu à l'étroit, estimant que telles que les commissions étaient constituées, ne laissaient pas de place à une véritable discussion et autres, de la liberté de pouvoir s'exprimer. Mais pour l'ensemble des autres commissions, avec les membres avec qui nous avons eu à discuter, ils ont eu vraiment la possibilité de s'exprimer un peu libre comme cela pouvait être, mais seulement à chaque fois, nous disent-ils, ils étaient rappelés à l'ordre par les présidents des commissions qui leur disaient que ce qu'ils évoquent là n'était pas, par exemple, prévu dans l'ordre du jour. Il fallait rester dans le cas. Je prends le cas de la commission de décentralisation dont je parlais tout à l'heure. Il y en a qui voulaient bien que l'on parle du fédéralisme et bien d'autres. La forme de l'État. La forme de l'État en général. Malheureusement, ils étaient rappelés à l'ordre pour qu'on dise qu'il faut rester dans le canevas de la décentralisation et faire toutes les propositions possibles. Merci Michael Tukyo d'être passé débriefer avec nous. On vous retrouve très bientôt parce que vous repartez très tôt demain matin pour le palais de congrès où nous sommes durant toute la journée. Alors, nous poursuivons cet échange, si vous le voulez bien, avec un petit rectificatif. Tout à l'heure, en présentant la commission 8, j'ai précisé qu'elle est présidé par Ngolé Philippe Ngwese et qu'il a été ancien ministre, on va le dire comme ça, de la forêt et de la faune dans le gouvernement Yan 1 et 2 entre 2011 et 2018 et qu'il est administrateur civil, titulaire d'un doctorat d'État en droit public et que son successeur à ce poste ministériel, c'est bien Jules Doré Ndongo. Corrigez avec moi, monsieur. C'est bien ça? Vous avez corrigé. Merci. Merci beaucoup. Et toutes nos excuses à monsieur le ministre. Alors, nous poursuivons. Il y a bien sûr eu, Michael Tukyo parlait des éclats de voix tout à l'heure. Célestin Bedigui qui dénonce le choix unilatéral et sans l'avis des participants du Premier ministre de nommer le bureau du Grand Dialogue National, de décider de ceux qui devraient prendre la parole, une dizaine sur les 400 participants, précise-t-il, lors de la plénière d'ouverture, d'imposer la création des commissions et d'en définir les sujets, de nommer unilatéralement les membres de ces commissions. Est-ce que vous comprenez ces critiques? Parce qu'elles reviennent, non et sont portées par plusieurs acteurs. Est-ce que vous comprenez ces critiques? Mais je crois que le dialogue suppose un minimum de tolérance. Alors, et ensuite, ce à quoi parle Madame Noah, moi je reproche justement à certains de vouloir hyper politiser ce grand dialogue national. Et je pense que ce n'est pas la faute au RDPC. Parce que la politisation vient du fait que tout faits et gestes, même de pure forme, quelque chose de marginal, devient l'objet d'un débat pendant 2 jours, on oublie la question de fond. Le débat à l'Assemblée nationale ou au Sénat, là c'est la politique pure. Là c'est politique. Mais le grand dialogue, certes tout est politique, c'est un problème politique. Le chef de l'État a voulu ouvrir fenêtres et portes pour que tous les Camerounais s'expriment. Donc, même nous qui sommes politiques, nous devons prendre du recul. Parce que le principe du grand dialogue, c'est de prendre du recul. En réalité, nous devons enlever nos vestes politiques à l'entrée du débat. Et c'est cette consigne et c'est cette approche qui est la nôtre au RDPC. Je pense que les gens sont étonnés d'ailleurs que beaucoup de propositions audacieuses viennent parfois de nos militants qui se sentent libres de s'exprimer. Or, dans le cas du RDPC, ils n'ont pas cette liberté. Dans le cas du grand dialogue, ils ont cette liberté. Parce que c'est le principe du grand dialogue. Est-ce que vous voulez dire que les gens sont mobilisés pour leur capacité technique et non pas seulement sur leur coloration politique? Forcément, sinon, forcément, parce que vous direz que Jean-Jacques Ekindi, il est présent comme quoi? Comme président du MP ou alors comme ingénieur qu'il est? Je crois que la politique en elle-même donne une expérience, mais ce n'est pas en tant que
président seulement qu'il y ait. C'est à cause de cette expérience politique de quelqu'un qui sert l'intérêt général, à mon avis, en s'engageant en politique, et de son expérience professionnelle et technique aussi. Donc je pense qu'il faut prendre du recul. Il est question, même quand on fait la politique au jour le jour, et notre État est dans cette situation, nous voulons bâtir quelque chose pour l'avenir. Il faut cesser d'être égoïste, parce qu'en réalité, et c'est ça qui rend beaucoup plus dogmatique le débat aujourd'hui, même sur ces questions de fédéralisme, peu importe les débats, même les sujets en eux. Mais le problème, c'est de ne pas les aborder de façon dogmatique, comme c'était des religions qu'on vient de prêcher. D'ailleurs, intellectuellement, ceux qui défendent ce fédéralisme partent sur de très mauvaises bases. Et le fédéralisme a été un échec au Cameroun, dont on l'a expérimenté 11 ans. Alors aujourd'hui, les gens font un modèle théorique qu'on n'a jamais... mais sauf qu'ils l'abordent de façon dogmatique. Ce n'est pas une question de religion. Et ça, c'est parce qu'ils ont des calculs politiques immédiats, ils ont un désir de vengeance électorale. Mais le grand dialogue national, ce n'est pas ça. Il faut prendre du recul et dire qu'on met en place les institutions, même ces institutions qu'on met en place aujourd'hui. Ce n'est jamais pour notre génération, c'est pour les générations à venir. La décentralisation, le Sénat, tout ça, ça fonctionnera bien et merveilleusement comme la théorie le prévoit, peut-être dans 20 ans. Donc c'est pas pour nous. Mais des gens qui veulent tout et tout de suite là pour eux et sont prêts à tout, c'est ça qui fausse le débat. La politisation, c'est qu'une délégation de gouverneurs vienne avec un porte-parole qui remet en 15 minutes un document avec des propositions qu'on n'a pas lues. Qu'on n'a pas partagé. Oui, mais quand on débatte une semaine, ce qui accompagnait cette élite, qu'il soit 100 ou 2, d'ailleurs, pour le centre, le président Hilarion Eton, comme je l'ai dit, pouvait venir seul avec la synthèse des propositions récoltées de part et d'autre. Donc, ce sont ceux qui veulent politiser pour des calculs politiques immédiats qui dérangent. Si vous écoutez Jean-Baptiste Atemengue, on en serait encore là demain matin. Alors, dans ces commissions, on a noté, en termes de personnes ressources, des premiers ministres, il y a aussi des ministres, des anciens ministres. Est-ce qu'à votre avis, ils sont mobilisés pour leurs compétences? Ou alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont pris des positions sur ces sujets? Ou alors parce que leur département ministériel doit fournir des éléments? Est-ce que ce n'est pas des choses qu'on aurait pu bien en amont compiler pour qu'aujourd'hui ce ne soit pas une découverte en plein dialogue de ce que les gens viennent faire? J'ai la faiblesse de penser que tous ceux qui sont dans ces commissions ont quelque chose à apporter. Je ne veux pas remettre votre culture, les profils de tout ce monde-là. Et tout se passe comme si seul le président décidait de tout. Tout à l'heure, j'ai été ravie d'entendre votre collègue parler, dire qu'il y a eu éclat de voix. C'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que ça se discute fort. Ça veut dire que les gens viennent proposer. Contrairement à ce au random qui se fait autour du dialogue, le RDPC a caporalisé, le RDPC a fait ci. C'est des personnes qui viennent proposer. Et ils échangent. C'est des discussions et pas des disputes, contrairement à ce que les gens aimeraient voir. Et deuxièmement, j'ai vu, comme personne ressource des ministres, on n'est pas est ni îlot, quand même, soyons sérieux. Il faudrait que chaque ministre en charge du domaine précis, vienne faire l'état des lieux. C'est ce qui a été fait avec le ministre de la décentralisation, qui a posé des jalons. Où est-ce qu'ils en sont? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Afin que les autres apportent un plus. Nous ne devons pas faire comme si le Cameroun, on mettait la fondation du Cameroun en 2019, non. On ne peut pas faire comme si les institutions ne fonctionnaient pas. Le grand dialogue, c'est l'occasion d'améliorer le fonctionnement de notre pays. Et comme l'a souligné M. Jean-Baptiste, il faut élaguer de notre esprit que ce que nous faisons là, c'est pour en tirer des dividendes. Loin s'en faut. Moi, je voudrais bien en tirer des dividendes, hein. Moi, personnellement, parce que je ne vais pas... On travaille... Je prends l'exemple. Si Oumniobe avait travaillé pour lui, le Cameroun ne serait pas... Mais si c'est possible de trouver des solutions applicables dans 6 mois, on le fera ou pas? Mais c'est le futur, c'est demain. 6 mois, c'est demain. Donc c'est pour nous. Ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui. C'est comme ça peut être dans... Les choses peuvent se mettre de manière progressive en place et nos enfants en tireront des dividendes. Et j'ai aussi une autre préoccupation. Tout à l'heure, monsieur... Akwa a parlé des gouverneurs qui accompagnent. Si vous aviez été un peu attentif, vous auriez compris. Par exemple, j'ai vu le gouverneur de la région de l'Ouest.
c'est un secret des polichinelles que de dire que nos frères du nord-ouest et du sud-ouest sont suffisamment nombreux dans ces deux régions pour la proximité, à cause de la proximité. J'ai vu le gouverneur de la région du littoral qui, c'est aussi la palissade en fonction du porte ouverte que de dire qu'ils sont très nombreux là-bas. Ça veut dire qu'ils vivent au quotidien avec ces gens-là. Accompagner une délégation, je ne trouve pas en ça un crime. Les consultations en région étaient organisées par les gouverneurs. S'il vous plaît, et deuxièmement... Oui, en tant que représentant de l'État. Deuxièmement, je crois que la démocratie suppose aussi la liberté. Décider d'appartenir à un parti politique, je crois que cela relève aussi de la liberté de ces citoyens-là. Et je n'ai jamais vu un gouverneur, dans sa tenue de commandement, en train de danser dans les rangs du RDPC. Pour le moment, je n'ai pas encore vu. Il est bien vrai, il y en a qui voient beaucoup de choses, mais depuis que nous militons, nous n'avons... Moi, je n'ai encore rien vu dans ce sens. Donc, sincèrement, je pense que nous devons taire des querelles stériles, donner une chance au grand dialogue national, donner une chance à la paix, donner une chance au Cameroun. Parce que dire que moi, je ne suis pas dans telle commission et j'ai suivi le point de presse du porte-parole du grand dialogue national. Il disait que la possibilité était donnée aux autres membres de défiler dans d'autres commissions parce qu'on voulait capitaliser toutes les idées constructives. Je préfère emprunter cette expression. Toutes les idées constructives. Ça veut dire que tu sois dans la commission de décentralisation et tu estimes que tu as des compétences à apporter dans le système éducatif, mais tu y vas. D'accord. On ne va pas rejeter. Et sincèrement, pour moi, les éclats de voix, c'est une bonne nouvelle pour nous. Merci. Alpha Gondoa, c'est une bonne nouvelle aussi d'entendre que ça s'est discuté et que ça a beaucoup échangé aujourd'hui dans les commissions. Permettez-moi de revenir, de répondre à une question que vous m'avez posée avant. Vous vouliez savoir si mon président a été consulté pour sa commission. Non, il ne l'a pas été, mais mon président, c'est un patriote. Donc là où il est sollicité pour mettre son expertise à profit pour le Cameroun, il le fait. Donc il n'a pas été consulté. Effectivement, il a l'intention, il a d'ailleurs commencé d'aller dans différentes commissions pour faire ses propositions parce que nous avons travaillé sur tous les points proposés par... Enfin, peut-être pas proposé, indiqué par le président de la République ou le Premier ministre. Donc, il n'a pas été consulté. Par ailleurs, je voudrais réitérer ici qu'il ne s'agit pas de faire le procès des militants du RDPC, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il ne s'agit même pas de les exclure. Nous, au Parti camerounais pour la réconciliation nationale, nous ne sommes pas dans ce type d'extrême-là. Nous disons que les choses doivent être faites de manière juste, équitable, et qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une coloration politique dominante dans une affaire qui concerne tous les Camerounais. Par exemple, nous avons 8 commissions. Dans les 8 commissions, il me semble que 5 sont présidées par des présidents de sections, de sous-sections du RDPC ou assimilés. Ou des membres titulaires du comité central. Donc, il y a quand même de quoi, se il n'y a aucun président de section là. Oh, peut-être que je ne connais pas la nomenclature chez vous, c'est pour ça que j'ai dit ou assimilé. Ou simplement les militants. Donc quand même, vous n'allez pas, ne me faites pas penser que dans d'autres partis politiques, il n'y a pas ça. En réalité, l'idée du grand débat national, si je m'en tiens au discours du président de la République, c'était... il ne parlait pas en tant que président national d'un parti politique. C'était le président de tous les Camerounais. Il était question que tous les Camerounais de partout viennent s'exprimer sans qu'il y ait une coloration particulière. Quelqu'un faisait allusion à utiliser un synonyme de prophétie, c'est-à-dire les gens qui voient des choses avant. Sauf qu'effectivement, nous avions ces inquiétudes avant et ce sont elles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, je reprends une expression que j'ai déjà utilisée avant. Ce n'est pas sage. Même pas pour le RDPC, il n'est pas sage de s'accaparer le grand dialogue de cette façon-là. Parce que ce sont les faits. En pratique, c'est comme ça. Et vous pouvez avoir de très bonnes propositions. Il y a des gens, j'ai des aînés, des collègues, des gens du RDPC qui sont des personnes de qualité, que je connais, que je côtoie, de qui j'apprends des choses. Donc, le problème n'est pas encore le contenant, mais il y a la forme. Il y a le fond, peut-être c'est parce que je suis juriste, parce qu'en droit, c'est la forme qui prime sur le fond. Qui prime sur le fond. Or, en l'espèce, la forme, c'est quoi? C'est le contenant, c'est le messager. Alors, le message n'aurait-il pas pu être porté par des messagers différents pour éviter des polémiques? Vous voyez, on a passé le temps à parler de la coloration politique des responsables des commissions. C'est vous qui nous l'imposez. Hein. Maintenant, il ne s'agit pas de ça. De toutes les façons, c'est vous qui nous imposez tout. Nous vous subissons, nous dénonçons, mais que pouvons-nous faire? Maintenant, terminer sur la question de... S'agissant de votre question, est-ce que le fait qu'il y ait des éclats de voix,
Les éclats de voix seraient pertinents, à mon humble avis, s'ils portaient sur le fond de la discussion. Parce que les éclats de voix dont on parle ici, ce sont les éclats de voix qui portent sur le contenu de la discussion. Ceux qui parlaient très fort, veulent parler de la forme de l'État. Et puis, ceux qui mènent le grand dialogue disent que vous ne pouvez pas parler de la forme de l'État si on discutait du contenu. C'est-à-dire que moi, je propose le fédéralisme communautaire, ou je propose la décentralisation, ou alors je propose telle chose, et qu'on discute des contenus. On se dit, par exemple, dans votre fédéralisme communautaire, quel est le découpage? Oui, et puis, voilà, ce serait pertinent. Mais la discussion porte sur de quoi devons-nous parler? À ce moment, elle n'est pas pertinente. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Une journée pour parler de quoi on doit parler. Oui, c'est problématique. À mon humble avis, le grand dialogue aurait pu permettre à tout le monde de s'exprimer. Chacun dit ce qu'il a à dire, il donne ses arguments, on les oppose et après on en sort ce qui est bon. Dernière chose que je voudrais dire à ce sujet, il serait bien, il n'est pas tard. Parce que le président de la République convoque ce grand dialogue après beaucoup de temps. Je suppose qu'il ne voudrait pas avoir à en convoquer un deuxième. Il serait donc bien de réajuster même, à mi-chemin de réajuster, peut-être rallonger un peu la période du grand dialogue national, et puis intégrer des sujets qui n'étaient pas prévus. De toutes les façons, ce n'est pas tout ce qu'on va dire qui va être retenu, mais que les gens s'expriment quand même. Peut-être qu'ils ont des contenus qui vont convaincre. C'est pour ça qu'il nous semble important d'organiser une autre plénière. Il y a eu une seule plénière hier, au cours de laquelle les anciens se sont exprimés, ils ont bien parlé. Mais il n'y avait pas que les anciens. Il y a la jeune génération qui est là, qui a des choses à dire pendant les plénières. Il y a mon président qui est là, il y a le président du PURS qui est là. Il y a des jeunes de la communauté anglophone qui sont arrivés et qui avaient des choses à dire. Donc nous pensons qu'il est encore temps de réajuster, de rajouter des jours, de tenir une autre plénière. Et ça va éviter que les incidents comme celui du président Ekindi se reproduisent. Alors, docteur Akwa, on note aussi en parcourant le document qui porte les commissions, l'absence des agences gouvernementales comme le FECOM, le PNDP ou des associations professionnelles en tant qu'entité, c'est-à-dire le Conseil de l'ordre et tout le reste, les syndicats, les regroupements professionnels. Est-ce que ce n'était pas nécessaire à ce niveau de convoquer ce type d'expertise pour les travaux? Je le pense. Et je crois, pour prendre la préoccupation de Jean-Baptiste, qu'effectivement, si on ne veut pas que ce soit politique ou politicien, il aurait fallu être mieux outillé sur le plan technique, éventuellement convoquer pour cela ceux qui ont la technicité. Parce que dans les nomenclatures pratiquées, un ministre est un homme politique. Même s'il a la responsabilité de diriger un département technique, on parle souvent de sectoriel, le ministre fait de la politique. Le secrétaire général et l'administration du ministère font de la technique sous les ordres du ministre qui a donné l'impulsion politique. Donc si effectivement on met des politiques dans une discussion, ils vont faire de la politique. Si on veut que la discussion soit technique, on aurait pu, d'une manière ou d'une autre, si ce sont des commissions, il y a une pratique dans notre démocratie, les commissions parlementaires, qui ont le loisir d'écouter des experts éventuellement, en tout cas d'entendre ceux qui ont quelque chose à dire. Et ces commissions, avant d'être un lieu de débat entre les commissaires, auraient pu être d'abord une instance de réception d'un certain nombre d'indications, informations, propositions, suggestions venues de ceux que la commission aurait invité à parler de leurs préoccupations, voire exposer leur point de vue sur les situations. Cela aurait peut-être évité les éclats de voix, parce que je ne suis pas certain que lorsque le ton monte et que les hommes et les femmes s'emportent, cela signifie nécessairement que tout se passe très bien. Je comprends et je valide la dimension cathartique de ce moment. Oui, les Camerounais ont besoin de parler. De se lâcher. Peut-être certains, parce que même dans les dispositifs politiques auxquels ils appartiennent, les moments de dialogue sont rares et qu'effectivement, là, il y a l'occasion de dire. Mais une chose est de dire, j'allais dire de vider son sac, une autre est d'intelligemment organiser les propositions des uns et des autres, même si elles se contredisent ou elles sont antagonistes, pour en sortir avec une ligne politique, une vision pour le pays et des instruments qui vont organiser désormais non seulement notre vivre ensemble, mais aussi éventuellement réviser nos dispositifs de gouvernance. Donc je crois que si, et j'ai honnêtement été
favorablement impressionné par la façon dont on est passé de la grand-messe d'hier, ou le grand culte, ou la grande prière, parce que le défilé des hommes d'église, je le comprends, mais dans une république qui a inscrit la laïcité en tête des articles de sa constitution, honnêtement, franchement, ça m'a un peu dérangé. C'est une autre discussion, si vous le permettez, un autre débat, un autre dialogue. Donc, j'aurais préféré, effectivement, que les choses se passent comme elles se sont passées dès aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement, du grand nombre, on en vienne à un petit groupe, non pas qui confisque la parole et qui détermine par son expertise les champs du possible, ou en tout cas les territoires explorés pour la pensée, mais parce qu'effectivement, il faut de l'intelligibilité dans ce qui va se passer. Oui, les Camerounais souffrent, oui, ils ont beaucoup de choses à dire, oui, ils ont des choses à dire, même s'ils ne sont pas ressortissants du nord-ouest, du sud-ouest, de l'extrême nord. Oui, tout le monde doit parler de tous les partis appartenant à tous les partis politiques, oui, toutes les corporations, catégories socio-professionnelles, oui, d'accord, mais une fois qu'on a dit, une fois qu'on a exprimé sa colère, une fois qu'on a vendu sa joie, une fois qu'on a libéré sa conscience, qu'est-ce que techniquement on retient, on garde pour construire autre chose, qui peut être une reconstruction de la Constitution, qui peut être une reconstitution des dispositifs institutionnels, qui peut être une reconstitution, je le souhaite moi personnellement sur le dernier point, j'insiste, de la relation entre gouvernants et gouvernés. Et pour arriver à cela, il ne faut pas que des éclats de voix, il ne faut pas que des figures politiques, il ne faut pas que des options déjà sédimentées dans des a priori. Il faut des gens qui, à un moment donné, arrivent à dépassionner leurs envies pour s'inscrire dans l'intelligence de ce que l'on sait d'une expertise que l'on a recensée dans les commissions, parce qu'à un moment, ça va devoir devenir plus compliqué que simplement le yaka. Il suffit que, voilà les solutions, si on bouge un pion, ou un morceau de quelque chose dans nos institutions, tout ira mieux demain dans le meilleur des mondes possible. Alors, une question ou alors une contribution qui nous vient du docteur Siou Adamou, politologue enseignant à l'université de Marois. La question à qui veut la prendre, il suggère, il dit qu'il manque une commission primordiale, celle de la paix et de la réconciliation nationale. Parce que, dit-il, il faut d'abord résoudre la crise et le différend avec les séparatistes avant d'envisager la reconstruction, qui sont contenues dans les 8 commissions déclinées pour ces travaux. Alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'il aurait fallu tabler sur la paix et la réconciliation nationale comme commission dans ces travaux, Anne Fegondoa? C'est pour ça qu'au départ, je disais que c'est important, le libellé des commissions est important. Ça permet de fixer un cap et de savoir sur quoi est-ce qu'on travaille et comment on évalue. Qu'à cela ne tienne, la commission de désarmement, démobilisation, désarmement, réinsertion, me semble dans ses objectifs, de ce que j'ai compris, viser à ramener la paix et la réconciliation. Donc, connaître des questions de oui, je pense que c'est un problème de libellé, mais si je m'en tiens aux missions de cette commission-là, elle viserait le même objet que celle dont vous parlez, celle dont le professeur parle. D'accord. Alors, je vous suggère de passer tout de suite, je commence par vous, Jean-Baptiste Atemengue, sur l'actualité, les actualités du jour. On a parlé du départ de Jean-Jacques Ekindi. Alice Sadio de l'Alliance des forces progressistes a aussi dit qu'elle partait pour les raisons qui ont été évoquées et qui circulent sur les réseaux sociaux. Célestin Bedigui, ce soir, a aussi émis un certain nombre de réserves et de critiques. Est-ce que vous comprenez leur choix de quitter les travaux auxquels ils ont accepté de prendre part dès le début? Je ne comprends pas du tout parce que le chef de l'État a convoqué ces assises d'abord pour régler le problème politique du nord-ouest et du sud-ouest. Alors, dès lors qu'on sort ce problème principal de sa tête et qu'on s'accroche à d'autres idées qui peut-être indirectement ont un lien, tout un lien avec cette crise, mais on peut ensuite ne pas trouver satisfaction, mais si vraiment le problème de fond qui nous conduit à ces assises reste présent dans la tête de tout un chacun, d'abord, ça devrait faire moins de politisation
plus de fraternité, plus de solidarité entre nous Camerounais pour régler un problème qui est au-delà des clivages politiques. Et je pense que c'est ce concept-là que le chef de l'État voulait proposer. Je suis un peu gêné par ces désertions. J'espère que, comme le président Ekindi a dit, peut revenir d'ici quelques heures si on l'écoutait, mais on est à son écoute, si on l'a fait venir, si on l'a consulté avant, c'est pour qu'il puisse être là. Bengono, qui est-ce qui doit prendre, ou bien est-ce qu'il y a la nécessité de ramener ces personnalités qui disent leur pour et quittent les travaux? Si oui, qui doit faire le premier pas vers eux pour les ramener? Est-ce que c'est le gouvernement qui doit leur dire, écoutez, on s'excuse sur la façon, sur la qualité, sur ce qui vous a déplu, s'il vous plaît, revenez? Je crois depuis 3 ans, ces personnalités ont clamé dans tous les médias, sur toutes les plateformes, leur volonté à apporter leur pierre à la construction, à la résolution de la crise anglophone. Alors, il se trouve que aujourd'hui, depuis le 30, le grand dialogue national est lancé. Qui dit dialogue dit tolérance. Parce que vous ne pouvez pas venir au dialogue. Braquer dans votre... Il y a quelqu'un qui utilise souvent votre cercle carré. Cette expression-là, je l'aime bien. Et vouloir que les gens marchent nécessairement comme vous le voulez. Il y a des choses qu'on peut ne pas aussi accepter. S'il vous plaît, j'en viens. Et dialogue suppose aussi un minimum de consensus. Je suis surpris, sincèrement, je voudrais l'entendre, l'écouter, l'entendre dire par M. Jean-Jacques Ekindi, qui est un grand homme politique que je connais particulièrement, qui disent qu'il est parti d'une commission parce qu'on l'a muselé. Muselé, M. Jean-Jacques Ekindi. Bon, c'est sa parole. Alors, qui va faire la démarche? Je crois que chaque Camerounais doit faire la démarche vers la résolution de la crise anglophone. Chaque Camerounais, et lui et eux, ils sont des Camerounais, doivent faire la démarche vers la réflexion sur le devenir du Cameroun. Et si vous claquez la porte, je ne dirais pas que vous êtes des lâches, je ne le dirais pas. Mais je crois qu'ils sont suffisamment avertis, à moins qu'ils ne soient venus au dialogue pour autre chose. D'accord. Anne Fegonoa, vous claquerez aussi la porte, vous partez, s'il y a des choses qui ne vous arrangent pas. Est-ce que vous comprenez la position de ceux qui dénoncent, critiquent et puis disent « nous n'y prenons plus part ». Vous savez, madame, ça fait longtemps que les appels au dialogue ont fusé de toutes parts. Et si le président de la République a décidé de convoquer ce dialogue, je l'ai déjà dit, je vais le redire, ce n'est pas pour avoir à convoquer un second après. C'est simplement pour que tout soit mis à plat et que les gens s'expriment. Et il y a quelque chose que je constate ici, quand j'écoute les interventions de mes compatriotes, c'est que peut-être qu'on n'a pas la même définition du dialogue, la même compréhension du dialogue. Le dialogue, c'est que vous parlez, je parle, on n'est pas forcément d'accord. Vous pouvez dire, vous pouvez aller vers le nord, moi je vais vers, je sais pas, le sud, mais c'est que chacun parle. Les gens qui claquent la porte, ils évoquent une même raison. Ils n'arrivent pas à parler, on ne leur permet pas de parler. On ne leur permet pas de s'exprimer. Pourquoi? Parce que de manière unilatérale, le contenu du dialogue a été défini, alors que le président a parlé d'un dialogue, un grand dialogue national inclusif. Dans inclusif, il y a aussi les avis des autres. Encore une fois, lorsqu'on va à un dialogue, on ne va pas pour tout avoir. C'est impossible. Il y a beaucoup de gens qui viennent s'exprimer. Donc, l'idée, c'est de donner, de dire ce qu'on a à dire. Après, on fait une sorte de consensus et puis on en sort ce qui est bon. Si tout est défini avant et que ceux qui viennent s'asseoir, si vous venez vous asseoir, écouter les gens parler, malheureusement, vous n'êtes pas en train de dialoguer. Ils ont demandé le dialogue parce qu'ils avaient des choses à dire, qu'on leur permet de dire ces choses qu'ils ont à dire. Autre chose, qui doit faire la débat? Nous sommes quand même dans un environnement, je ne pense pas que... D'ailleurs, des fois, je me demande si les collaborateurs du chef de l'État et même du Premier ministre comprennent ce que leur patron leur demande. C'est-à-dire ceux qui sont dans la mise en œuvre. Je me demande, est-ce que le président de la République fait un suivi?
Est-ce qu'il s'assure que c'est ce qu'il demande de faire qui est fait? Grand dialogue national, ok, voici ma position, qu'on laisse les gens parler. Qui doit faire le premier pas? C'est le gouvernement. Ça ne lui coûte rien. Ce n'est pas le gouvernement, c'est l'État, c'est la superpuissance. Elle n'est pas en compétition ou en concurrence avec M. Jean-Jacques Ekindi ou Mme Sadio ou le bâtonnier Akeremouna. C'est le gouvernement qui est puissant. Donc que le plus puissant aille vers l'autre et lui dise reviens, discutons. C'est le rôle du gouvernement de faire ça. Ça ne lui enlève rien. Au contraire, c'est de la hauteur. Jean-Baptiste Atemeng, vous êtes d'accord? Mais moi, je suis un peu gêné parce que, bon, comme on est en plein dialogue, je dirais pas de méchanceté sur... mais M. Akeremouna et Mme Sadio, c'est la même, c'est une seule personne, elle est salariée de la famille Mouna, pour ne pas... Non, mais c'est un front de parti politique. Non, mais donc les deux désertent en même temps, ça ne m'étonne pas. Et ensuite, non, mais parce que c'est la politisation que nous observons. Mais qui a politisé? C'est ceux qui désertent qui politisent. Mais non. Parce qu'à la fin, on se retrouve avec en plein dialogue de sourds, je veux dire, mais langage de sourds. Si les gens ne peuvent pas parler, ils ne dialoguent pas, M. Atemeng, et c'est ça le problème. Non, mais vous parlez beaucoup du chef de l'État, du RDPC. Mais M. Mouna, moi je pensais qu'en venant à ce dialogue, il avait vraiment compris et changé. Parce que sur cette crise, il emporte une grande responsabilité. Il a eu de très mauvaises intentions dès le début. Donc, comme on est en plein dialogue, je ne vais pas... Non, mais je suggère que vous n'en parliez pas et le jour que non, mais c'est pas... Non, je parle de ce qu'il a fait. Je parle de ce qu'il a fait. J'ai lu au début de la crise ses écrits, quand on était en plein génocide, il a écrit à l'ONU, à l'OUA, que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest subissaient un génocide. Le dire du Cameroun, le dire à l'époque signifiait qu'on avait quelles intentions. Parce que quand on observe, et j'ai même vu à un moment des gens sortir des chiffres de 200 000 morts un week-end, que tel rapport d'une ONG a payé par je ne sais qui, et je me suis étonné, il y a une guerre mondiale au Nord-Ouest, au Sud-Ouest. Donc c'est ça ses intentions de l'époque. Donc moi je pensais que quand il venait à ce dialogue, il s'était ravisé et que il allait jouer positif. Donc, si il revient faire ce qu'il a commencé au début, parce qu'on parle que du gouvernement, mais jugez vos acteurs là aussi, il faut voir ce qu'ils font par rapport à cette crise. Je ne dis pas, je ne sais pas en procès d'intention, je vous dis ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Est-ce qu'à l'époque, l'écrit était de nature à créer le dialogue. C'était de nature à diviser les Camerounais. Au PCRN, voilà. Je vous ai dit, nous recherchons la justice et l'équité et on ne soutiendrait pas quelqu'un qui pose des actes préjudiciables. Je ne parle pas de son cas spécifique, mais quelqu'un qui pose des actes préjudiciables parce qu'il est de l'opposition. Nous ne faisons pas ce genre de politique. Nous sommes en plein dialogue, on va pas. Mais en l'espèce, il veut parler de la forme de l'État qu'on l'écoute. Après, si on ne prend pas... la libération des prisonniers... ça fait partie... Ceux qui sont emprisonnés dans le cadre de cette crise. Ça fait partie des choses que nous avons demandé. Nous avons mon président a écrit au président de la République pour demander la libération au moins de... Comme il peut, M. Atemeng. Certains dans mon village, les gens qui ont l'habitude de déserter, parce que la case à Palab, j'ai entendu les africanistes dire que le grand dialogue, c'est un peu le retour aux sources, régler les problèmes à l'africaine. Vous savez, ceux qui désertent cette palabre sous l'arbre, comment on les appelle au village? Non. Voilà. Allez chercher. Non, pas du tout. Merci. Docteur Akwa, alors, quelle est l'incidence du départ de ce type de personnes, de ces personnes avec ce niveau de personnalité, de connaissance, de culture politique? Quelle est leur incidence sur l'exercice qui est en cours? Si je m'abuse, je peux me tromper. Le code électoral au Cameroun ne prescrit pas l'obligation de voter. Oui. Donc le jour où il y a une élection, vous avez le droit de ne pas aller voter et vous serez toujours citoyen du Cameroun et vous aurez toujours un président de la République. Mais vous n'aurez pas voté, ni pour lui, ni pour ceux qui s'opposaient à lui. Je me souviens aussi, c'est il y a très longtemps, c'est une histoire de football, donc qui concerne peut-être plus les masculins que les féminins. Encore que de nos jours, elle joue mieux que les hommes. Merci, messieurs. Merci de le reconnaître. C'était une finale de Coupe du Monde qui opposait la France à l'Italie. Et Zinedine Zidane a été expulsé pour un coup de tête. C'est Materazzi. Oh, vous avez de la culture footballistique, c'est bien. Et beaucoup le lui ont reproché
Et j'ai gardé dans mes archives un article, Zizou, le geste d'un homme libre. Il avait le choix de se faire insulter et de rester sur le terrain, ou alors de dire mon honneur, mon émotion, peu importe, c'est la finale de la Coupe du Monde, je n'en jouerai peut-être plus jamais d'autres, j'aurai toute la terre qui va me honnir pour ce que je vais faire, mais je le fais. Donc je crois que si nous dialoguons, ou si nous avons décidé qu'il faut enfin dialoguer, nous devons aussi accepter que certains viennent dialoguer, que d'autres ne viennent pas dialoguer, que ceux qui viennent dialoguer quittent la table du dialogue à un moment qui correspond à leur appréciation de la situation. Donc je suis très embarrassé, comme madame, pour juger de ce que les uns et les autres ont réuni comme éléments pour faire leur choix. Je suis obligé de considérer qu'il y a une liberté de tous pour être ou ne pas être là où on discute. Après, vous me direz, il y a la sagesse populaire qui explique que les absents ont toujours tort. Il y a ceux qui pensent que la politique de la chaise vide ne rapporte rien. Il y a, comme Jean-Baptiste le souligne, la notion de désertion. J'aime pas trop ce mot-là. C'est un vocabulaire militaire et je crois qu'on est dans le civil. Et donc, on peut trouver d'autres sémantiques pour dire cela que la tradition africaine, que j'ai souvent du mal à cerner parce qu'elle est modulable et variable selon celui qui s'en sert, dit qu'on ne doit pas dialoguer. Si on ne dialogue pas, on ne doit pas dialoguer avec conditions, et si on ne dialogue pas, on est susceptible de sanctions, voire d'élimination. Non, c'est une liberté. Et c'est ce qui est important et impératif de construire dans notre société. La liberté de chacun d'être ou de ne pas être là où on voudrait que les Camerounais soient. Si on a choisi la démocratie, c'est qu'on a choisi la contradiction. Si on a choisi la démocratie, c'est qu'on a accepté que tout le monde ne pense pas comme nous. Si on a mis ensemble dans 10 régions aujourd'hui, peut-être cela évoluera demain, des peuples dont l'anthropologie nous explique à quel point ils sont différents, leur langue compliquée ne se retrouve pas nécessairement, c'est qu'on a voulu se vivre ensemble. Et on vit avec des gens qui ne sont pas comme nous. Et pourtant, tous les jours, on les côtoie, on s'assoit à côté d'eux dans les taxis, on les croise dans les rues, on est peut-être collaborateurs, collègues des mêmes entités, institutions, qu'elles soient publiques ou privées, commerciales ou administratives. C'est cela la vie. Et je crois qu'il y a un moment, en tout cas, il me semble que l'époque du parti unique, de l'UNC est dépassée et révolue. Pour quelques-uns qui l'ont vécu, ce n'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux dans notre vie à tous. Et donc aujourd'hui, on doit vivre avec des gens qui ne pensent pas comme nous. Ça peut nous faire rire, on doit les accepter. Illuminés qui croient que. Ça peut nous agacer. Pourquoi lui pense cela alors que je suis certain que la vérité, c'est moi qui la détiens et elle est comme ça. Mais on doit effectivement, Carole, l'accepter. Et si on arrive à construire pour demain cette république de l'acceptation de la différence d'autrui, ça nous amènera peut-être à moins, justement... À moins déserter. Et maltraiter, j'allais dire Jean-Baptiste, ceux qui finissent par dire un jour qu'ils sont marginalisés et qui traduisent leur frustration en besoin de violence et en actes qui ont ôté des vies à des Camerounais. Donc, je suis vraiment... j'ai lu ce que Alice Sadio a signé, j'ai entendu le bâtonnier Mouna parler, j'ai relevé les propos que l'on prête à M. Ekindi, mais je dis c'est formidable. Il faut au moins que dans tout ça, il se passe aussi quelque chose de l'ordre de la discussion, de la contestation, du refus de discuter, etc. Sinon, tout le monde doit s'aligner, tout le monde doit parler dans le même sens, en disant chacun à sa façon, avec son vocabulaire, avec son dialecte peut-être, les mêmes mots. Je ne crois pas. Parce que je voudrais, sur ce point... Pour terminer. Oui. Relever la position que je trouve très étonnante du président de la République. Beaucoup disent, comme il a dit que nous devons faire, non, il a dit. Ensuite, nous sommes citoyens et libres, on peut faire ou ne pas faire, soit parce qu'on n'est pas apte pour le faire, soit parce qu'on n'a pas les moyens pour le faire, mais surtout parce que je trouve que lui s'est placé au-dessus de la mêlée. Et peut-être c'est très technique éventuellement comme posture, mais c'est aussi très politique comme attitude, c'est qu'il ne se mêle pas de votre dialogue. Il est au-delà du dialogue. Chamaillez-vous, haussez le ton,
claquer les portes. Vous allez me dire au final ce que vous voulez et j'en ferai ce qui me plaît. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, au-delà de ce besoin, j'ai souligné une envie, j'ai parlé de catharsis il y a un instant, de vider son sac, il faut que nous soyons aussi des acteurs politiques, enfin vous plus que moi je vous regarde, c'est peut-être plus facile, mesdames, messieurs, capables de faire en sorte que ce qu'on a décidé, il y aura des choses bonnes, des choses moins bonnes du point de vue de chacun, mais il y aura des choses. On en parlera vendredi, quand Et on saura ce qui a été décidé. on a envie que ça devienne notre Cameroun. Il ne faudrait pas que des gens, on les a logés dans de beaux hôtels, paraît-il, ils se sont un peu chamaillés sur les perdièmes ou les frais de déplacement, mais bref, ils discutent. Mais il ne faudrait pas que ce soit juste ça, 4 jours, puis rendez-vous à la Saint-Glinglin. Non, la politique va revenir très vite, dès samedi, dès dimanche, ou plus tard lundi, pour que les actes soient pris. Et ça, je crois qu'on ne doit pas l'oublier. Et il ne faut pas, justement, que cette parole que l'on a tolérée, que l'on a libérée, soit à nouveau confisquée par quelques-uns, parce que cela passerait par des officines qui vont remodeler tout ça. Comme on nous avait dit en 2008, quand des gens sont descendus dans la rue, je crois qu'ils... Pour demander la modification, là, comme ça fait la modification. Non, ils disaient qu'ils avaient faim, et ils ont brûlé quelques pneus et dressé quelques barricades, et les émeutes de la faim. Les émeutes de la faim, et la réponse a été, je vous ai compris, vous voulez que je reste président encore plus longtemps. Donc il ne faudrait pas qu'on ait ça, qu'à la fin, finalement, même venant des rangs du RDPC, je pense que c'est lui qui a été le plus audacieux par la voix, je reviens vers lui, du sultan roi des Bamoun. Il n'y a pas de honte à penser à la fédération, à la limitation des mandats, et qu'à la sortie, il y ait un document, enfin le document peut-être pourrait tout dire en cela, mais il y ait une annonce qui finalement ne tienne pas compte de ces choix. D'accord. Puisque vous l'avez évoqué, le sultan Bobondjoya et ses propos, aussi en début, en plénière, John Frondi, le président du SDF, qui insistait sur des points comme la forme de l'État. Jean-Baptiste Atemengue, j'ai souvent entendu des acteurs de la tripartite des années 90, début des années 90, dire qu'ils sont allés aux travaux avec un canevas et que lors des travaux, ils ont réussi à obtenir des choses qui n'étaient pas prévues dans la discussion, notamment la modification de la Constitution de 96. Pourquoi donc insister sur le fait qu'il ne faut pas inscrire des sujets à l'ordre du jour parce qu'ils n'ont pas été évoqués par le président, alors que cela semble être des préoccupations de la nation? Pourquoi? Bon, c'est la préoccupation de leurs auteurs ou de ce que ces auteurs représentent. Mais toujours est-il que je pense qu'il n'y a pas... Il y a un cadre général. Alors, quand on parle de décentralisation, effectivement qu'il s'agit de la forme de l'État adoptée à l'époque, qui connaît des lenteurs pour la mise en œuvre peut-être, mais le retard n'enlève en rien sa pertinence, puisque ce sont les mêmes qui l'ont adopté à l'époque, l'ensemble de la nation. Alors, et c'est pour ça que je pense, à juste titre, et ça me paraît intellectuellement plus logique. C'est pour ça que je dis qu'il y a des dogmes et des calculs politiques qui me surprennent, parce que si tous les 5 ans, on adopte quelque chose, tous les 10 ans, et on revient dessus pour des intérêts politiques conjoncturels... Mais tous les 20 ans, ce n'est pas toujours mis en œuvre, comme la décentralisation. Non, la mise en œuvre n'est pas achevée, mais elle a été entamée. On peut dire qu'elle est lente. 20 ans plus tard. Oui, ceux qui disent qu'elle est lente ont raison probablement, mais cela n'enlève pas la lenteur de la mise en œuvre, n'est pas son manque de pertinence, puisque les gens l'ont adopté à l'époque en pensant que c'était bien après discussion. Et donc le chef de l'État ne veut pas jouer à la girouette, c'est-à-dire lui, parce que là on se retrouve avec, je dis bien des calculs politiques qui ne cadrent pas forcément avec le recul que j'évoquais tout à l'heure. Si nous mettons en place des institutions pour l'avenir de nos enfants et qu'on veut des dividendes politiques tout de suite, il y a des élections pour régler ça. Et c'est vrai que les élections sont utiles pour nos adversaires, mais je crois que
on n'interdit pas d'évoquer, mais je crois qu'il y a un cadre général et le chef de l'État est mieux placé que nous tous. Parce que de 62 à nos jours, et je crois que pendant la période que les gens vantent de 61 à 72, il n'était pas encore politique, il n'était pas membre du comité central. Il était un technocrate jeune, libre, et a observé, je crois, en toute neutralité. Il est mieux placé que nous pour témoigner de l'échec relatif de cette affaire. Donc, et c'est pour ça que j'estime, parce que je crois que moi, je pense que ce débat de fond, les intellectuels peuvent même bien le mener. Et à ce niveau, je crois qu'il y a, et on sortirait du dogme, et que les juristes, nos juristes, mènent ce débat, ne serait-ce qu'au niveau du cadre universitaire d'abord. Parce que ça éclairerait beaucoup plus les hommes politiques qui se disent porteurs de ce système théorique très efficace pour eux. Et on reviendrait donc peut-être plus tard avec parce que j'ai là la Constitution de la République fédérale. Merci. On n'y en pas, je vous en prie. On n'y en pas, parce qu'en commission, je pense que en allant dans les commissions, vous pourrez faire des propositions là-dessus. Non, c'est parce que nous sommes, je vais vous dire, nous sommes le 1er octobre. On en parle tout à l'heure. Et j'ai ramené un ouvrage très important de M. Babouke qui résume, et je souhaiterais même que ça soit un ouvrage scolaire. Il y a là cette question. Si les jeunes Camerounais lisent cet ouvrage, je crois qu'ils auraient une autre idée de ce que les vendeurs de vision leur font. Est-ce que les acteurs qui sont réunis au palais de congrès peuvent et ont la capacité d'imposer autre chose que ce qui est prévu dans les travaux? La forme de l'État semble préoccupée. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent réussir à inscrire ça au débat? Comme ça a été fait en 91 avec ceux qui ont réussi à inscrire les discussions autour d'une modification de la Constitution, autour de la décentralisation lors de la tripartite? Je pense qu'ils ont d'ailleurs déjà imposé ça au débat, puisqu'on en parle. Nous serions en train de discuter de la décentralisation, donc ça a déjà été imposé dans le débat. Le fait que ce soit même discuté dans les chamailleries, dans les commissions, c'est que le sujet a déjà été posé. Maintenant, j'ai envie de croire que le président de la République n'est pas un monstre, c'est un humain, c'est le père de la nation, et que dans cette position d'autorité, il a la prérogative de remoduler, de réorienter les choses. Et s'il se rend compte que ceux qui, en l'espèce, sont ses enfants, pour parler comme les Africains, ont des préoccupations qu'il n'a peut-être pas comprises avant, parce qu'on est souvent dans une sorte de rapport de force avec le président. Le président, c'est le président, c'est le père, il n'a rien à nous démontrer. Tout le monde sait que c'est lui. En tout cas, si on s'en tient aux derniers résultats, et si nous, au Parti camerounais, pour la réconciliation nationale, nous sommes passés déjà à une autre étape. Donc, je crois que le président, s'il ne nous écoute pas, au moins il a des rapporteurs dans l'espoir qu'il lui fasse des rapports sur ce qui se déroule véritablement, à ce pouvoir-là, et que peut-être aujourd'hui ou demain nous dira-t-il, écoutez, enfin on va nous informer que le président a appris que la question de la forme de l'État tient beaucoup, nous tient à cœur, et que pourquoi pas ouvrir la discussion là-dessus, et peut-être même pourquoi pas rallonger la période de discussion, parce que finalement on se rend bien compte que le temps n'est pas court. Donc imposer, je ne sais pas si imposer en commission, je préfère me réserver, je ne voudrais pas utiliser cette expression, mais je pense que le président de la République peut quand même, s'il a déjà accepté le dialogue, il peut donner une marge beaucoup plus grande pour écouter tout le monde, et après on en ressort avec le meilleur. Alors, Natacha Fadimatou Mimché, vous pensez que il y a des choses qui peuvent changer maintenant que les premières observations ont été faites au cours de cette journée. Demain, c'est les travaux en commission qui vont aller à fond. Vous pensez qu'il y a des choses à réorienter? Vous savez, chaque fois que j'ai la faiblesse de raisonner comme d'abord un élève, une élève, et après comme une enseignante. Dans toute chose, il y a ce qu'on appelle la méthodologie. Et lorsqu'on élabore son devoir, il y a une méthodologie à suivre, il y a un canevas de réflexion. Et peut-être j'enfoncerai encore une porte ouverte, j'aime les enfoncer, pour rappeler que le président de la République vient d'être élu à 71%.
D'après les résultats du suffrage. Conseil constitutionnel Le suffrage. qui sont polémiques S'il d'ailleurs. vous plaît, je voudrais pas rentrer dans la polémique, mais je préfère rappeler à Madame Noah que son parti, son président, bon, il était dans un autre parti, bon, je sais pas trop, c'était quoi, Univers, oui, à l'époque, quand il était candidat. Dans ma circonscription électorale, il n'avait pas un seul représentant. L'absence Donc, de s'il représentants vous plaît. justifierait donc la fraude électorale. Madame, moi, je ne vous coupe pas quand vous parlez, hein. D'accord, Il allez-y, n'avait madame. pas un seul représentant dans un seul bureau de vote dans mon arrondissement Fumbotu. Et peut-être pas d'électeurs aussi. S'il vous C'est plaît, bien compris. s'il vous plaît, voudrais pas qu'on reste non, sur j'en le viens débat là. électoral, je vous en Donc, venez prie. toujours remettre en cause le suffrage d'un parti politique qui est implanté dans 360 communes du Pardon, mais c'est le Cameroun. suffrage des Camerounais. S'il vous plaît, c'est de la mauvaise foi. Je reviens à votre idée. mon idée de tout à l'heure. Le président de la République, son excellent Paul Biya, a été élu sur la base d'une offre politique. Et cette offre contenait la décentralisation. Ceux qui parlent de la fédération aujourd'hui, qui parlent du fédéralisme, ont proposé leur offre qui a été rejetée par les Camerounais. Il ne faudrait pas qu'on Ah ben, fonctionne Natacha, comme je si... suis même, je te coupe, excuse-moi. Et ce serait tous alignés il y a 8 mois derrière le Ils parleraient candidat le même qui a langage. proposé ça. Je crois qu'ils auraient eu la chance, au moins sur la base du J'espère que fédéralisme, j'aurai l'occasion de terminer, revenir S'il vous là-dessus. plaît, Terminons. un candidat unique Terminons. de l'opposition, on l'aurait eu. Je voudrais qu'on sorte Et du débat ceux-là électoral, qui je vous en présentent prie. le fédéralisme comme une poudre magique qui viendrait résoudre le problème, je suis désolé, les Camerounais vous ont dit non. Je n'ai pas parlé des absents, mais c'était 3%, D'accord. je crois. Et donc, sur cette base, vous estimez Sur que cette ça n'a base, je plus crois lieu que le d'être président de discuté la comme, République comme a élément. la légitimité et la légalité de quadriller le dialogue national. Il a dit à l'entame, sous la bannière de la Constitution. Et cette Constitution parle de la décentralisation. Comme l'a dit M. Atemeng de tout à l'heure, il peut y avoir des lenteurs, qu'il y a peut-être certaines personnes qui ont plombé la mise en œuvre de cette décentralisation, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise forme de l'État. Ils sont appelés à réfléchir sur la décentralisation, à proposer autre chose, comme mettre de l'accélération, de l'accélérateur, et puis on verra ce que ça va donner. D'accord, merci. Merci. Je vous permets de réagir, on va terminer. Parce que Oui, déjà, on va conclure. je retiens que d'après Madame Miché, oui. le fait de ne pas avoir de représentants dans un bureau de vote justifie qu'on se fasse piquer ses voix au profit du parti au pouvoir. Oui, avec Parce que c'est 3%. un argument... non, nous avons eu, d'après vos résultats, les résultats du Conseil constitutionnel, nous avons eu ici un peu plus de 6%, mais d'après nos résultats, nous avons nos PV, nous en avons quand même pratiquement 14 000. Ce n'est pas ce que nos PV nous disent. Nous avons fait le choix, n'ayant pas suffisamment de PV, de ne pas rentrer dans une confrontation pour préserver la cohésion sociale. Mais madame, je vous le dis, si nous l'avions fait, nous aurions des arguments. Et puis, quand vous parlez de légitimité, je crois qu'il faut bien s'interroger sur le sens de cette question. Donc, nous sommes des réconciliateurs. Je ne veux pas commencer à disséquer tout de suite ce qu'on entend par légitimité. On va, si vous estimez que le président là, c'est une chose. Maintenant, enfin, c'est votre position, parce que la crise post-électorale actuelle, quand même, démontre que ce n'est pas le cas. Monsieur Atemeng, chaque fois que le parti au pouvoir donne des conseils à l'opposition, des conseils des gens, vous auriez dû vous aligner derrière un seul candidat pour nous battre. Je trouve toujours ça un peu étrange. Pour que le thème du fédéralisme vous rassemble aujourd'hui, 7 mois après, vous pouvez vous rassembler il y a 7 mois. Encore que vous n'avez pas écouté les propositions de tous les candidats. Et puis de toutes les façons, lorsque vous maîtrisez, de toutes les façons, lorsque vous êtes propriétaire, entre guillemets, de l'ECAM. Non, si vous êtes propriétaire, permettez-moi l'expression, je vais parler comme à la maison. Si vous êtes propriétaire de l'ECAM et du Conseil constitutionnel, on peut se rassembler et puis vous allez nous donner le résultat qui est déjà arrêté des années avant. On termine dans la sérénité dans laquelle on a commencé, je vous en prie. Madame, mais
je pense que nous sommes sereins. Nous sommes sereins. D'accord, mais ok, madame. Ne les entraînez pas, ils vous ont écouté tout le temps sur Canal 2 avec vos arguments politiques et tout le reste, les deux bords. Non, moi je suis au grand dialogue. Sauf qu'ils sont fédéralistes au grand dialogue. Mais ils ne l'étaient pas à l'élection présidentielle. Ce n'est pas grave. C'est ce que je Monsieur Atemengue, nous aurons l'occasion d'expliquer le fédéralisme communautaire. Je ne vous reproche pas de ne pas comprendre. Non. Je ne vous reproche pas de ne pas comprendre. Premièrement, la politique est dynamique. On adapte l'offre politique au moment. La décentralisation qui était pertinente en 96 d'ailleurs, de l'impression qu'on avait avant, parce que lorsqu'on rentre dans les textes sur la décentralisation, nous n'avons jamais défendu la décentralisation. Nous aurons l'occasion de communiquer. Vous avez besoin d'être cultivé sur le fédéralisme communautaire. Je ne vous en veux pas. C'est une nouvelle expression que vous ne connaissez pas. Mais nous allons vous expliquer. Nous aurons l'occasion d'en parler. Je ne vous en veux pas. Je sais que vous ne comprenez pas. Vous êtes généralement, nous on est constant. Et qu'est-ce que ça donne? Vous êtes constant. Vous avez une décentralisation qui n'est pas appliquée. Merci beaucoup. Écoutez, monsieur, la politique est dynamique. Donc, la politique est dynamique. Nous sommes restés dans le régionalisme. Nous avons approfondi le dynamisme. Qu'est-ce que votre décentralisation donne aujourd'hui, monsieur Atemengue? On en est où? Elle était la vôtre il y a 8 mois. Non, nous n'avons jamais défendu la décentralisation. Nous avons proposé le régionalisme et nous avons proposé une forme approfondie de ce régionalisme. Vous parlez en même temps à la maison, respectez les téléspectateurs qui ont accepté de vous regarder, vous criez dessus, vous parlez en même temps et personne ne vous écoute. S'il vous plaît, non, pas du tout, je vous en prie. Parce que ça peut venir de l'un comme de l'autre. Et je vous suggère que Dr Akwa termine, pardon. On est arrivé au terme de l'heure et on parlait de demain, Dr Akwa, dans le programme qui prévoit essentiellement les travaux en commission. On a vu ce que la première journée a donné. Est-ce que vous attendez à d'autres choses, des réorientations, des argumentaires ou alors un peu plus mécontents que ça? Je ne vous demande pas de lire dans une boule de cristal, mais je sais au moins que vous avez la capacité de pouvoir anticiper au vu de ce que la journée nous a produit en termes d'actualité. On a d'ailleurs un bel échantillon de cette situation sur ce plateau. C'est le dialogue. Je crois savoir que nous nous retrouvons au Palais des Congrès pour rétablir la paix dans 2 régions de la République du Cameroun. Je commence à redouter qu'au terme de la semaine, nous n'ayons plus jamais parlé de paix et que certaines violences continuent et que certains éléments qui ont causé ces violences demeurent. Je n'ai pas de position sur le fédéralisme ou le système décentralisé. Je pourrais même utiliser une pirouette et dire que je suis favorable à une recentralisation assumée si on veut, mais c'est un autre débat, parce que justement, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met en place pour que la paix revienne et qu'est-ce qu'on consolide pour que la guerre ne revienne plus. Mais dès les premiers échanges, on a oublié ces préoccupations et les uns et les autres sont revenus sur des idées, des envies, des fantasmes, des lubies, que sais-je encore. Je ne veux pas étiqueter qui que ce soit de façon péjorative ou négative. Et c'est un peu gênant, parce que ceux qui croyaient qu'on allait parler d'eux ont parlé hier et ne seront certainement pas entendus jusqu'à vendredi, parce que les gens viennent régler des problèmes qui, depuis 10, 15, 20, 30 ans, de leur point de vue, n'ont pas été traités. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir si on est capable de renoncer à des certitudes, quel que soit le bord auquel on appartient. Si on est capable d'inventer un autre pays. Parce que, qu'on le souhaite ou non, il y a des choses qui n'ont pas marché. Nous avons de grandes difficultés en matière économique. Nous avons vu monter le tribalisme sans réellement l'affronter. En tout cas, nous ne sommes pour l'instant pas dans des dispositions pour le juguler.
Nous avons une administration qui a cessé d'être au service du bien public et qui a privatisé la nation à son seul avantage. Nous avons un système judiciaire qui prononce plus d'injustice que de droit. Nous avons une police qui très souvent use de la violence contre les citoyens et ne les protège que très peu. Nous avons aujourd'hui une diplomatie qui... Un peu exagéré, docteur Akwa. Bon, ce sont les faits. Vous savez qu'à la Fondation Paul Angoela, nous avons travaillé sur la production de la sécurité dans les quartiers de Yaoundé. Donc, je crois que vous avez déjà lu cette excellente étude, et on peut en débattre, mais ce n'est pas pour ça que Carole que nous a invités. Je vous convie à ce débat la prochaine fois. Donc, je crois qu'il y a... Je trouve quand même excessif, si c'est le résumé de ce rapport. Merci beaucoup. Au RDPC, tout va bien, tout est parfait. Et bon, alors... Nul n'a jamais dit ça. Essayons alors d'être d'accord sur une chose. Nous n'avons plus à Je suis d'accord avec toi sur la plupart de ce que tu as dit avant ces excès. Sur le dernier point au moins, on peut parler de culture, mais parlons de sport. Nous avons quelques difficultés à gagner désormais quand nous sommes invités à des compétitions internationales. Donc, il faut se poser la question du Cameroun de demain. J'ai beaucoup apprécié, Jean-Baptiste est revenu souvent là-dessus, sur le Cameroun qu'on va laisser à nos enfants. Et donc, c'est de cela dont il faut parler. Et quand on dit qu'on va laisser un Cameroun meilleur, nouveau peut-être, mais en tout cas meilleur, on le souhaite aux générations à venir, ça veut dire qu'on doit avoir, nous, l'audace de renoncer à ce qui était évident jusqu'à présent, mais qui peut cesser de l'être, parce que ça serait mieux pour les générations à venir que les choses se passent différemment. Ça serait peut-être mieux, je ne dirais pas pour le président actuel, mais pour un prochain président, que la question du mandat soit repensée d'une façon différente. Ça serait peut-être mieux, peut-être pas pour le président de la Cour suprême actuelle, que la question de l'organisation de la justice et de la pyramide judiciaire soit revue différemment. Ce serait certainement mieux pour nous, les citoyens, que nous utilisions un droit mélangé, mixé de common law et de droit civil germano-romain, parce que nous serons mieux protégés pour nos libertés qui sont importantes, pour la réparation quand nous avons subi une offense, etc. Donc je crois que quelque part, je rejoins ceux qui ont considéré que les appartenances partisanes peuvent handicaper la pensée. Il faut qu'effectivement, nous songions à réviser l'ensemble des dispositifs. Pas pour nous, parce que nous avons peut-être passé l'âge d'espérer des nominations, des postes et des beaux véhicules qui vont avec, mais parce que c'est ainsi que les nations, à un moment donné, passent d'un régime à un autre, d'une constitution à une autre, des institutions à d'autres institutions, d'une part. Et puis, évidemment, je le redis, deux choses. La première, c'est qu'il faut qu'on arrive à la paix. Et je ne voudrais pas que les politiques s'emparent de leurs préoccupations et qu'on oublie pour quelles raisons on nous a invités à cette discussion. Et deuxièmement, par contre, les politiques, je pense qu'ils doivent très vite, et je disais samedi, dimanche, voire lundi, mais ils doivent revenir au devant de la scène, si c'est pas un spectacle. On peut l'appeler comme ça, oui. Oui, parce que il y a une session à l'Assemblée qui arrive. Est-ce qu'on va oublier qu'on a discuté? Est-ce qu'on ne pourrait pas, au moment de cette session, prolonger, ou en tout cas acter un certain nombre de choix et légiférer sur un certain nombre de dispositions? Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui... Le temps est très court. Hein. Il a été très court entre le 10 septembre... dialogue national et la traduction à l'Assemblée nationale. Il a été très court entre le 10 septembre et hier, le 30. Donc, et par ailleurs, puisqu'il faut faire de la politique, et c'est enthousiasmant que vous en fassiez avec vos émotions, il faut que dès les prochains rendez-vous, je crois que nous sommes invités à voter très bientôt. En 2020 oui, au tout début de l'année 2020, je crois. Il faut qu'effectivement, chacun, dans les appareils auxquels il appartient, prépare des arguments pour aller au niveau local, au niveau régional, au niveau national, vendre des projets politiques qui éventuellement s'inspireront de ce qui a été dit, parce qu'on peut ne pas être d'accord aujourd'hui, on peut défendre une position parce que son parti, de façon dogmatique, l'a décidé ainsi, mais qu'on peut effectivement construire une réflexion pour qu'à l'avenir, d'autres choses se fassent. Je crois que
les municipales et les régionales n'empêchent pas les alliances. Je crois que les scrutins locaux traitent de questions particulières qui pourraient voir des ententes ou des entendements entre groupes et entités qui sont par ailleurs antagonistes sur d'autres sujets ou à d'autres échelles. Donc, pour moi, il y a le temps de la technique et de la réponse à la crise, il y aura le temps de la politique et de propositions au Camerounais. Et nous prendrons encore le temps, jeudi prochain, si vous voulez bien, pour débriefer notamment la présentation des rapports en commission, puisque c'est ce qui est prévu dans le programme officiel. Demain, c'est soirée foot sur Canal 2 International, c'est la Champions League. Pour certains comme Stéphane Akwa, ce sera une belle soirée à passer en compagnie de nos programmes. Merci à vous, Anne Fégon de Noah, Natacha Fadimatou Bengono Mouché, Jean-Baptiste Atenungue, je voudrais vanter le livre, ce livre. Si vous voulez, je vous invite spécialement pour le faire. Nous sommes le 1er octobre et vraiment la lettre de la réunification, je pense qu'elle peut beaucoup apporter à notre jeunesse si on la rendait plus didactique. Je crois que vu le volume, on en a encore pour 3 heures à la rendre didactique sur ces mêmes Non, pas ici. Merci beaucoup. L'éditeur, grand dialogue, merci, on peut l'offrir aux gens et à qui sont bientôt. Merci de rester dialogue. sur Canal 2 International, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.